Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé Naissance de la biopolitique. Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme et s'intéresse à montrer en quoi ces idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy de la Gannerie dans son essai Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique, qui commente ce cours de Michel Foucault, nous sommes tellement habitués à considérer le néolibéralisme comme un système hégémonique, comme l'incarnation contemporaine de la forme de gouvernementalité contre laquelle il faudrait forger des instruments de résistance, que l'associer aux luttes, aux pratiques de la sédition et de l'émancipation heurte nécessairement au premier abord nos catégories de perception. Et pourtant, il est frappant de constater que le thème de la critique, de la rétivité, hante la réflexion de Michel Foucault sur la tradition néolibérale. L'une des affirmations peut-être les plus troublantes de naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans son cours, Michel Foucault s'intéresse à ce qu'il appelle l'art de gouverner, c'est-à-dire la manière réfléchie de gouverner au mieux, et en même temps la réflexion sur la meilleure manière possible de gouverner. Ce qui revient à l'étude de la rationalisation de la pratique gouvernementale, ses différents objets, ses règles générales et ses objectifs d'ensemble afin de gouverner le mieux possible. Pour cela, il propose une méthode alternative à la philosophie politique classique. Il ne va pas poser la question de qu'est-ce qu'est le souverain, la souveraineté, le peuple, l'État, la société civile ou encore les citoyens qui correspondent à des universaux que l'analyse sociologique, historique et de la philosophie politique utilise pour caractériser la pratique gouvernementale. Il va plutôt s'intéresser à la pratique gouvernementale pour en tirer des universaux. Il suppose alors que ces universaux n'existent pas et pose la question de savoir quelle histoire avec un grand H peut-on alors déduire de la pratique gouvernementale. Mais qu'est-ce que la pratique gouvernementale en fin de compte et comment a-t-elle évolué ? Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir ce qu'est la notion de raison d'État. La raison d'État, c'est une forme de rationalisation de la pratique gouvernementale, ce qui permet de régler la manière de gouverner de quelque chose que l'on appelle l'État. C'est d'une certaine façon le but de l'État. L'État, c'est à la fois quelque chose qui existe et aussi un objectif à construire. L'État, c'est à la fois ce qui existe, mais ce qui n'existe encore pas assez. L'art de gouverner a alors pour objectif de fixer les règles et rationaliser les actions de l'État en proposant comme objectif de passer de l'état actuel à ce qu'il doit devenir. Gouverner selon le principe de la raison d'État, c'est faire en sorte que l'État puisse être rendu solide et permanent, qu'il puisse être rendu riche, qu'il puisse être rendu fort en face de tout ce qui peut le détruire. La raison d'État s'est constituée au cours du XVIe siècle et repose sur le fait que l'État n'existe que par et pour lui-même, et ce, indépendamment des liens de pouvoir qu'il peut entretenir avec d'autres systèmes comme l'Église. Les États n'existent aussi qu'au pluriel, car l'État ne désire pas se soumettre à une structure impériale. Cette raison d'État amène des spécificités quant à la manière de gouverner. Du côté économique, l'État suit une politique mercantiliste, qui n'est pas une doctrine économique en soi, mais plutôt une manière de gouverner. Le mercantilisme, qui opéra du XVIe au XVIIIe siècle en Europe, repose sur le principe que l'État doit s'enrichir par l'accumulation monétaire, se renforcer par l'accroissement de la population, et doit se trouver et se maintenir dans un état de concurrence permanent avec les puissances étrangères, dans l'objectif de maintenir la pluralité des États et l'impossibilité de toute forme d'unification impériale en Europe. D'une certaine façon, c'est la politique extérieure de l'État, et elle s'accompagne d'une armée et d'une diplomatie permanente. D'un point de vue plus social et régalien, la raison d'État encourage la création et le maintien d'un état de police. C'est sa gestion intérieure. Dans cet art de gouverner à la raison d'État, il y a deux caractéristiques très importantes. La première concerne la politique extérieure, c'est-à-dire les relations de l'État avec les autres États. Ces relations sont limitées dans le sens où les intérêts de l'État ne peuvent pas aller jusqu'à la création d'un empire. Il y a donc une auto-limitation de l'État au principe de la concurrence nécessaire et suffisante entre les différents États. En revanche, concernant la politique intérieure, l'État de police a des objectifs illimités, car le but est de contrôler l'activité des individus le plus possible pour garantir la pérennité de l'État qui, je le rappelle, n'existe que pour et par lui-même. Dans les grands traités de police du XVIIe et du XVIIIe siècle, tous ceux qui collationnent les différents règlements, qui essaient de les systématiser, sont bien d'accord sur ceci, et ils le disent en termes exprès. L'objet de la police est un objet quasi infini.
Bien que l'état de police souhaite se construire indéfiniment, c'est pendant cette période que se développent les premières limitations de l'État par le droit. Et c'est ainsi qu'on va voir à partir du XVIe siècle, et pendant tout le XVIIe, se développer toute une série de problèmes, de polémiques, de batailles politiques, autour, par exemple, des théories fondamentales, des lois fondamentales du royaume. Ces lois fondamentales du royaume que les juristes vont objecter en quelque sorte à la raison d'État en disant qu'aucune pratique gouvernementale, aucune raison d'État ne peut justifier qu'on les remette en question. Là où le droit et les institutions judiciaires avaient permis le développement du pouvoir royal, le droit est alors utilisé à cette période pour s'opposer à la raison d'État. Donc malgré cet état de police à volonté illimitée, la raison juridique commence à vouloir limiter la raison d'État. Mais cette limitation juridique est souvent extrinsèque à la raison d'État, c'est-à-dire hors d'elle. La limitation juridique ne s'applique que lorsque la raison d'État franchit la limite du droit. Et c'est seulement à ce moment-là que le droit pourra définir le gouvernement comme illégitime. À partir du XVIIe siècle, il s'opère une transformation vers ce que Michel Foucault appelle la raison gouvernementale moderne. Cette transformation, elle consiste en quoi ? Eh bien, d'un mot, elle consiste dans la mise en place d'un principe de limitation de l'art de gouverner, d'un principe de limitation qui ne lui soit plus extrinsèque, comme l'était le droit au XVIIe siècle, qui va lui être intrinsèque. Les implications de ces limitations intrinsèques de la pratique gouvernementale sont multiples. Premièrement, il y a une limitation de fait, c'est-à-dire que ce n'est pas des limitations de droit. À ce titre, un gouvernement qui ne respecte pas ces limites ne sera pas considéré comme illégitime, mais plutôt comme maladroit et inadapté. Il sera alors un gouvernement qui ne fait pas ce qui convient. Deuxièmement, cette limitation est conçue en fonction de principes qui sont toujours valables, quelles que soient les circonstances. Ce qui fait que le problème sera de définir les limites, à la fois générales et de fait, que le gouvernement devra s'imposer à lui-même. Troisièmement, ces limites se présentent comme le moyen fondamental d'atteindre les objectifs de la raison gouvernementale. La raison gouvernementale devra respecter ses limites dans la mesure où elle peut les calculer de son propre chef en fonction de ses objectifs et comme meilleur moyen de les atteindre. Quatrièmement, cette limitation va établir un partage entre ce que la pratique gouvernementale doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Avant cette période, le principe du droit s'opposait au souverain en lui donnant des limites à ne pas franchir. Ce principe de droit contrebalançait alors à la raison d'État par un principe externe. À partir du XVIIIe siècle, la question de la raison gouvernementale critique devient comment ne pas trop gouverner. Ce qui permet ce changement de paradigme, c'est l'économie politique. Eh bien, c'est l'instrument intellectuel, le type de calcul, la forme de rationalité qui permet ainsi à la raison gouvernementale de s'auto-limiter. Bon, encore une fois, ce n'est pas le droit. Qu'est-ce que ça va être à partir du milieu du XVIIIe siècle ? Eh bien, évidemment, l'économie politique. L'économie politique s'entend au sens large comme une sorte de réflexion générale sur l'organisation, la distribution et la limitation des pouvoirs dans une société. Et c'est, selon Michel Foucault, ce qui a permis d'assurer l'autolimitation de la raison gouvernementale. Premièrement, l'économie politique, contrairement à la pensée juridique du XVIe et du XVIIe siècle, ne s'est pas développée à l'extérieur de la raison d'État, mais bien à l'intérieur de cette dernière, car l'objectif de l'économie politique est toujours l'enrichissement de l'État. Elle permet un cadre assurant le maintien d'un certain équilibre entre les États pour que la concurrence puisse avoir lieu et soit toujours gagnante. Elle reprend alors l'ensemble des objectifs de la raison d'État, que sont le mercantilisme, l'état de police et la balance concurrentielle en Europe. Deuxièmement, l'économie politique n'est pas à l'origine, tout du moins, d'une objection externe à la raison d'État. Puisque, et c'est là un point qui sera historiquement important, la première conséquence de la politique, de la première réflexion économique qui ait existé dans l'histoire de la pensée européenne, eh bien, ça sera précisément une conséquence qui va tout à l'encontre de ce qu'avaient voulu les juristes. Ce sera une conséquence qui conclut à la nécessité d'un despotisme total. La première économie politique, c'est bien entendu celle des physiocrates, et vous savez que les physiocrates, j'y reviendrai par la suite, ont
à partir même de leur analyse économique, concluent que le pouvoir politique devait être un pouvoir sans limitation externe, sans contrepoids externe, sans frontières venues d'autre chose que de lui-même, et c'est cela qu'ils ont appelé le despotisme. Le despotisme, c'est un gouvernement économique, mais qui n'est inséré, qui n'est dessiné dans ses frontières par rien d'autre qu'une économie qu'il a lui-même définie et qu'il contrôle lui-même totalement. Troisièmement, l'économie politique ne se préoccupe pas de l'origine de telle ou telle pratique gouvernementale pour savoir si elles sont légitimes ou non. Elle ne s'intéresse qu'aux effets éventuels de ces dites pratiques gouvernementales. Par exemple, quand il s'agit de lever un impôt, le droit s'interrogera de la légitimité du gouvernement à lever cet impôt, tandis que l'économie politique va se poser la question de qu'est-ce qu'il va arriver si le gouvernement lève cet impôt. Peu importe qu'il soit légitime ou pas, le problème est de savoir ce qui arrivera et si les effets seront négatifs. S'ils le sont, alors l'économie politique déclarera cette pratique gouvernementale comme illégitime ou comme inadaptée. Quatrièmement, l'économie politique montre l'existence d'une nature propre aux objets de l'action gouvernementale. C'est ainsi, par exemple, que c'est une loi de nature, expliqueront les économistes, que la population, par exemple, se déplace vers les salaires les plus élevés. C'est une loi de nature que tel tarif doit payer, protecteur des hauts prix de subsistance, va entraîner fatalement quelque chose comme une disette. Cinquième et dernier point, l'économie politique, qui montre qu'il y a une nature propre à la gouvernementalité, a pour conséquence que la pratique gouvernementale ne pourra faire ce qu'elle a à faire qu'en respectant cette nature. L'économie politique s'approche donc d'une philosophie utilitariste, car la question de l'utilité des pratiques gouvernementales est fondamentale. Avec l'économie politique, on entre donc dans un âge dont le principe pourrait être celui-ci: un gouvernement ne sait jamais assez qu'il risque de gouverner toujours trop. Ou encore, un gouvernement ne sait jamais trop bien comment gouverner juste assez. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on va alors pouvoir établir une cohérence grâce à des mécanismes compréhensibles qui lient les pratiques gouvernementales aux effets de ces différentes pratiques. Et il est alors possible de juger toute pratique comme bonne ou mauvaise, non pas parce qu'elles sont légitimes juridiquement, ou reposeraient sur un principe moral, mais bien parce que l'on peut dire que ces propositions de pratiques gouvernementales sont vraies ou fausses, parce qu'elles amènent ou non les résultats escomptés. En 1851, un article anonyme paraît dans le journal économique. Il a été écrit en fait par le marquis d'Argenson, qui venait à ce moment-là de quitter les affaires en France, et le marquis d'Argenson rappelant ce que le commerçant Legendre disait à Colbert quand Colbert lui disait « que je puis faire pour vous ». Legendre avait donc répondu « ce que vous pouvez faire pour nous, laissez-nous faire ». Eh bien, d'Argenson, dans ce texte sur lequel je reviendrai, d'Argenson dit « eh bien, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est commenter ce principe « laissez-nous faire », car, montre-t-il, c'est bien cela, le principe essentiel que doit respecter, que doit suivre tout gouvernement en matière économique. Il a à ce moment-là posé clairement le principe de l'autolimitation de la raison gouvernementale. Autolimitation de la raison gouvernementale, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de rationalité dans l'art de gouverner, ce nouveau type de calcul qui consiste à dire et à faire dire au gouvernement, à tout cela, j'accepte, je veux, je projette, je calcule qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, je pense que c'est cela, en gros, que l'on appelle le libéralisme. Michel Foucault annonce alors que c'est en comprenant ce qu'est ce régime de gouvernementalité, qu'est le libéralisme, ce nouvel art de gouverner qui modifie complètement les fondements de la raison d'État, que l'on pourra saisir ce qu'est la biopolitique. Ce nouvel art de gouverner est un art de gouverner le moins possible. La raison d'État, sans disparaître ou être mise à mal, prend pour principe la raison du moindre gouvernement. Benjamin Franklin parlait alors de gouvernement frugal. C'est paradoxalement dans cette période inaugurée au XVIIIe siècle, et dont nous ne sommes pas encore sortis selon Michel Foucault, où le gouvernement qui se veut et se dit frugal
que l'on va voir des pratiques gouvernementales qui vont à l'encontre de ces préceptes. Cependant, la question de la frugalité du gouvernement prend de plus en plus de place depuis cette période et est toujours d'actualité aujourd'hui. Et cette question de la frugalité du gouvernement, c'est celle du libéralisme. On a vu que l'apparition de l'économie politique et le problème du moindre gouvernement étaient liés. Ce lien ne repose pas sur le fait que les hommes d'État se soient initiés à l'économie politique, ou bien qu'ils écoutent les économistes. Il repose sur la constatation, faite au XVIIIe siècle, qu'il existe un lieu et des mécanismes de formation de vérité. Ce lieu de vérité, ce n'est pas à la tête des économistes qui proposeraient d'éventuelles théories sur l'art de gouverner. Ce lieu de vérité, c'est le marché. Pour Michel Foucault, le marché tel qu'il a fonctionné du Moyen-Âge au XVIIe siècle est un lieu de justice. C'est un lieu de justice dans plusieurs sens. D'abord, c'est un lieu de réglementation stricte en ce qui concerne les produits vendus, la manière dont ils sont fabriqués, d'où ils viennent, etc. C'est aussi un lieu de justice car le prix de vente qui était fixé par le marché était considéré par les théoriciens et les praticiens comme le prix juste. Tant et si bien que pour les produits alimentaires, même les individus parmi les plus pauvres pouvaient acheter ce dont ils avaient besoin. En un sens, c'est un lieu de justice redistributive. Enfin, c'est un lieu de justice car l'objectif du marché est avant tout d'éviter les fraudes. Le marché est alors ce que Michel Foucault appelle un lieu de juridiction, c'est-à-dire un lieu où s'exerce la justice. Car ce système de réglementation, de juste prix et de sanction de la fraude apparaît comme un lieu d'échange juste où le prix atteint une valeur juste. À partir du XVIIIe siècle, le marché est apparu non plus comme un lieu de juridiction, mais plutôt comme un lieu de véridiction, c'est-à-dire un lieu de vérité. Ce qui est découvert à ce moment-là, à la fois pour la pratique gouvernementale et dans sa réflexion, c'est que dans la mesure où les prix sont conformes aux mécanismes naturels du marché, ils constituent un étalon de vérité qui permet de discerner dans les pratiques gouvernementales celles qui sont correctes de celles qui sont erronées. Le marché est alors, via les prix naturels, un moyen de falsifier ou de vérifier les pratiques gouvernementales qui cherchent à l'affecter. Michel Foucault dit, et je cite, « Le marché, dans la mesure où à travers l'échange, il permet de lier la production, le besoin, l'offre, la demande, la valeur, le prix, etc., constitue en ce sens un lieu de véridiction. Je veux dire un lieu de véridiction-falsification pour la pratique gouvernementale. » Fin de citation. Le marché fait que pour être un bon gouvernement, le gouvernement devra fonctionner à la vérité. Le marché est alors passé d'un lieu de juridiction, avant le XVIIIe siècle, à un lieu de véridiction. Le marché dit le vrai et doit le dire par rapport à la pratique gouvernementale en lui prescrivant les mécanismes juridictionnels ou l'absence de mécanismes juridictionnels sur lesquels il doit se construire. Bon, disons de façon générale qu'on a là, dans cette histoire du marché juridictionnel puis véridictionnel, un de ces innombrables croisements entre juridiction et véridiction, qui est sans doute un des phénomènes fondamentaux dans l'histoire de l'Occident moderne. Le marché, vu comme un lieu de véridiction, amène des problèmes pour cette nouvelle raison gouvernementale, en particulier concernant son autolimitation interne en pratique. En effet, ces limitations, bien qu'imposées par la nature, ne peuvent que se traduire par des limitations juridiques. Et le problème devient précisément de savoir comment il est possible par le droit de limiter la pratique gouvernementale. Plus précisément, la question est alors que s'il y a une économie politique, que devient le droit public ? Limité par cet aspect de vérité que représente l'économie politique, comment le pouvoir va formuler ce respect de la vérité en termes de loi à respecter ? Avec ce genre de réflexion, on voit bien que Michel Foucault a pris très au sérieux les économistes. Et c'est vrai qu'à cette période, on ne peut pas penser la liberté du marché, soit l'économie politique, sans poser en même temps la question et le problème du droit public. Les premiers économistes étaient d'ailleurs juristes. On peut citer Beccaria, Adam Smith ou encore Bentham. On a à cette période l'objectif du droit public qui se transforme. Suite à un mauvais son, je cite là encore Michel Foucault, le problème fondamental, essentiel du droit public, ça ne va plus être tellement comme c'était au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, comment fonder la souveraineté, à quelles conditions le souverain peut être légitime, à quelles conditions il pourra légitimement exercer ses droits, mais comment mettre des bornes juridiques à l'exercice d'une puissance publique. Fin de citation. Pour résoudre ce problème, deux voies vont alors s'opposer. La voie révolutionnaire d'abord, qui part des droits de l'homme pour arriver à la délimitation de la gouvernementalité, en passant par la constitution du souverain et de son rôle. C'est la voie rousseauiste. La deuxième voie est la voie radicale, qui part de la gouvernementalité pour arriver au droit. Le gouvernement doit être limité en fonction de ce qui sera utile ou non. C'est la question du radicalisme anglais qui correspond au problème de l'utilité du gouvernement. Bon, deux voies.
la voie révolutionnaire, articulée essentiellement sur les positions traditionnelles du droit public, et la voie radicale, articulée essentiellement sur l'économie nouvelle de la raison de gouverner. L'utilitarisme est ici une technologie du gouvernement pour limiter les pratiques gouvernementales, tout comme le droit public était une technologie juridique ayant pour objectif de limiter la ligne de pente indéfinie de la raison d'État. Ces deux voies ont des conceptions de la liberté bien différentes. Dans la voie révolutionnaire, la liberté a une conception juridique. Les individus ont originairement des libertés qu'ils vont céder ou non au gouvernement, alors que dans la voie radicale, la liberté est vue comme l'indépendance des gouvernés à l'égard des gouvernants. Ces deux conceptions de la liberté ne sont pas incompatibles et contradictoires, elles sont plutôt hétérogènes, ce qui n'empêche pas leur coexistence. Il est bien évident que dans les deux systèmes, il y en a un qui a tenu et qui a été fort, et l'autre au contraire qui a régressé. Celui qui a tenu et celui qui a été fort, c'est bien entendu la voie radicale qui consistait à essayer de définir la limitation juridique de la puissance publique en termes d'utilité gouvernementale. Et c'est cette ligne de pente-là qui va caractériser non seulement l'histoire du libéralisme européen proprement dit, mais l'histoire de la puissance publique en Occident. Ce qui caractérise ce nouvel art de gouverner, c'est alors le principe d'utilité de la pratique gouvernementale. C'est un jeu complexe entre les intérêts individuels et collectifs qui est au cœur de la nouvelle raison gouvernementale. Question fondamentale du libéralisme, quelle est la valeur d'utilité du gouvernement et de toutes les actions du gouvernement dans une société où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses. Valeur d'utilité du gouvernement en face d'un système où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, je crois que c'est là que se posent les questions fondamentales du libéralisme. C'est là que le libéralisme a posé la question fondamentale du gouvernement. Le problème étant de savoir si toutes les formes politiques, économiques, etc., que l'on a voulu opposer au libéralisme peuvent effectivement échapper à cette question et à la formulation de cette question de l'utilité d'un gouvernement dans un régime où c'est la valeur d'échange, où c'est l'échange qui détermine la valeur des choses. L'avènement du libéralisme repose donc sur la question fondamentale de l'utilité de l'État. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir une force centralisatrice imposant par la coercition des mesures plus ou moins désirées par une partie plus ou moins grande de la population ? Là où auparavant, la seule force qui devait s'opposer aux pratiques gouvernementales reposait sur des justifications a posteriori de la légitimité de ce gouvernement suite à certaines pratiques gouvernementales, le libéralisme pose la question a priori de l'utilité pour les citoyens de ces pratiques gouvernementales. La nécessité de l'État est alors remise en question de manière permanente. Dans ce podcast, je vous ai résumé les 2 premiers cours de naissance de la biopolitique. Ce qu'il faut retenir, c'est la transformation de la raison d'État, c'est-à-dire des buts de l'État, suite à l'entrée sur scène de l'économie politique. Cette transformation, c'est le passage de la légitimité des actions et des pratiques gouvernementales à celle de leur utilité. Dans le prochain podcast, je vous parlerai des traits et des principes de ce nouvel art libéral de gouverner. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. De même que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.